Monsieur le Président, honorables membres du Conseil de sécurité, mesdames et messieurs, en ce dernier jour de votre mandat à la présidence du Conseil de sécurité, je me fais le plaisir et l'honneur de vous féliciter pour l'excellent travail abattu tout au long de votre mandat et de vous exprimer la satisfaction de ma délégation de vous voir présider la présente séance publique du Conseil de sécurité consacrée à l'examen de la situation dans mon pays, la République démocratique du Congo. Je saisis également cette opportunité pour rendre hommage à Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Son Excellence Monsieur Antonio Guterres, pour son engagement soutenu en faveur du rétablissement de la paix dans mon pays. Qu'il me soit permis enfin de remercier Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la MONUSCO, pour sa présentation riche en informations de ce matin. Ma délégation a pris acte du rapport du secrétaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, document S/2025/590 du 19 septembre 2025. Mais elle voudrait d'abord rappeler que le 22 août dernier, lors de la réunion spéciale convoquée à l'initiative des États-Unis d'Amérique et du Panama sur la situation en République démocratique du Congo, elle avait regrettablement attiré l'attention du Conseil sur 3 points importants, à savoir 1. La poursuite sans relâche des atrocités et crimes de masse dans la partie est de la République démocratique du Congo contre les populations civiles, ainsi que le désastre humanitaire amplifié au quotidien par l'agression de la coalition RDF-M23. Ce matin encore, des centaines de jeunes de la ville de Bukavu ont été emportés en masse par l'armée rwandaise et sa brigade avancée de AFC M23 vers une destination inconnue. 2. La non-application des dispositions pertinentes et claires de la résolution 2773, adoptée à l'unanimité le 21 février 2025 par votre Conseil, notamment le retrait immédiat et sans condition de l'armée rwandaise, Rwandan Defense Forces, et de leur brigade avancée en RDC, la tristement célèbre AFC M23. Troisièmement, j'avais également évoqué les différentes initiatives de paix sous l'égide des États-Unis d'Amérique et du Qatar, initiatives qui ont abouti à la conclusion le 27 juin 2025 à Washington d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi qu'à la signature à Doha de la déclaration de principe, une sorte de feuille de route préliminaire dans le cheminement vers la paix entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Monsieur le Président, aujourd'hui, mon premier message part de l'observation que, depuis plus de 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo subit une guerre atroce. Des générations entières ont grandi sous l'ombre de la violence, des déplacements massifs, de l'esclavage sexuel et du pillage de leur terre natale. L'agression dont la République démocratique du Congo est victime a plongé nos provinces de l'Est dans un désastre humanitaire avec près de 7 millions de déplacés internes. Le pic a été atteint en janvier et février 2025, lorsque les villes de Goma et Bukavu ont été envahies par les forces de défense du Rwanda et leur brigade avancée en RDC, l'AFC M23. Il convient de préciser ici que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de la justice et de la réparation. Et comme l'affirmait le président de la République, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale le 23 septembre dernier, les Nations unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier, encore, plus de 300 civils, dont
48 femmes et 19 enfants ont été massacrés dans les territoires de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Fin de citation. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement une crise congolaise. C'est une tache noire sur la conscience collective de l'humanité. Les cycles répétés d'atrocités, alimentés par la cupidité pour les minerais stratégiques et les ingérences étrangères, principalement du Rwanda, reflètent le coût de l'indifférence et le prix de l'impunité. Chaque fois que des crimes restent impunis, chaque fois que les victimes restent silencieuses, la porte s'ouvre à de nouvelles vagues de violence. La reconnaissance des crimes commis, la préservation de la vérité pour les générations futures et la poursuite de la responsabilité ne sont pas des options. Elles sont le fondement d'une paix digne et durable. Aujourd'hui, alors que le monde réclame justice ailleurs, les voix des victimes congolaises doivent aussi être entendues, car aucun processus de paix ne peut survivre à l'impunité. Protéger les vies humaines est non négociable. Rester spectateur devant de tels crimes serait une forme de complicité. La protection des vies humaines, toute communauté confondue, reste non négociable et doit demeurer au cœur de l'action. Le Conseil de sécurité et la communauté internationale ne sauraient demeurer indifférents devant l'enracinement de l'impunité. Mon deuxième message, qui fait suite au premier, m'invite à réitérer l'appel qu'a lancé le 23 septembre dernier du haut de la tribune de l'Assemblée générale le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui disait, je cite, « À la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante, décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Fin de citation. Monsieur le Président, pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. L'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha abondent dans le même sens, car le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. Le Conseil de sécurité, garant du maintien de la paix et de la sécurité internationale, doit veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de sa résolution 2773. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera de couler. Monsieur le Président, je voudrais encore faire mien le récent propos du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour préciser que l'objectif pour la République démocratique du Congo demeure inchangé. Obtenir une paix juste, durable et véritable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Nous attendons de la communauté internationale et de ce Conseil de sécurité qu'ils se tiennent avec constance et courage du côté du droit. C'est à ce prix que la vérité l'emportera sur l'impunité et que la paix redeviendra possible.
La République démocratique du Congo est un pays de vie, de richesse naturelle et de résilience humaine. Nous voulons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique. Nous demandons que les Nations Unies instaurent un régime de sanctions ciblées contre les auteurs de crimes économiques, mais aussi des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis à l'est de mon pays, et qu'elles soutiennent toutes les actions visant à tarir les circuits illicites d'approvisionnement en minerais qui financent depuis des décennies la guerre et la tragédie humaine. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale, indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Monsieur le Président, en ce qui concerne la MONUSCO, la position de mon pays a déjà été exprimée maintes fois ici. Mon gouvernement est en plus favorable à l'option d'un rôle opérationnel à conférer à la MONUSCO en matière de vérification d'un éventuel cessez-le-feu et de soutien à la mise en œuvre des accords de paix. Nous voulons insister sur la nécessité pour le Conseil de sécurité de renforcer diplomatiquement, militairement ainsi que financièrement la MONUSCO pour l'accomplissement de son mandat qui sera bientôt renouvelé. Nous en appelons au Conseil de prendre des décisions pour contraindre le Rwanda et son supplétif du M23-FC de ne pas entraver les libertés de mouvement de la force de paix de la MONUSCO. Une telle posture est indigne d'un pays qui prétend porter le manteau de contributeur de troupes au système des Nations Unies. Monsieur le Président, permettez-moi avant de clôturer mon propos de réitérer les demandes formulées par mon pays au Conseil pour faire avancer l'agenda vers la restauration d'une paix durable et non d'une paix factice et éphémère à l'est de la RDC. Premièrement, que le Conseil puisse veiller sans atermoiement à la stricte application de l'accord du 27 juin 2025 signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, désormais indissociable de la mise en œuvre intégrale sans faille des dispositions de la résolution 2773-2025. Deuxièmement, qu'il renforce sans délai le régime de sanctions en y inscrivant les commandants de l'AFC M23 et les responsables rwandais. Troisièmement, qu'il soutienne sans délai la mise en œuvre effective de la commission d'enquête internationale prévue par la résolution A-HRC-RES-S-1 adoptée le 7 février 2025 lors de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je vous remercie. I thank the representative of Democratic Republic of the Congo for the statement. I now give the floor to the representative of Rwanda. Thank you for giving me the floor. And allow me to begin by commending you for your leadership, Mr. President, of the Security Council this month. I also thank Madam Bintou Keita for her updates on the situation in the Eastern Democratic Republic of the Congo and on the work of MONUSCO. Mr. President, as we meet today, since the signing of the Washington Agreement, Rwanda has engaged constructively in all follow-up meetings, including the following engagements. The Joint Oversight Committee has already met twice, on the 30th of July, on the 3rd of September, and will meet again on the 1st of October. Likewise, the Joint Security Coordination Mechanism has convened twice, on the 7th and the 8th of August in Addis Ababa, and on the 17th and the 18th of September in Washington, D.C.
All these meetings are directed towards the operationalization of the Washington Peace Agreement, a process to which Rwanda remains fully committed. It is important to highlight that the Washington Peace Agreement is built on principles of peace and cooperation and establishes a joint security mechanism to build trust, along with measures to guarantee humanitarian access and the dignified return of refugees. Importantly, it also addresses many of the very issues that the Security Council has long grappled with, as reflected in numerous UN Security Council resolutions. In fact, some of refugees are already returning in Rwanda, and the mechanisms are in place to receive them. This process also addresses the Resolution 2773. And although I have been here before to talk about more than 20 more resolutions that were passed before it, and which this resolution did not repeal, I'm now singling out this resolution alone because issues are interconnected. And if it is addressed in the manner it is imported in the Washington Agreement, it will address all issues in the resolutions that came before it. Resolution 2773, as imported in the Washington Agreement, contextualizes the situation and creates a mechanism for its logical implementation. So indeed, if this council, which I believe supports the Washington Agreement, then you must also be able to support the process in which the Washington Agreement intends to implement this resolution. Similarly, the Doha process has represented a critical opportunity to address the endemic inter-Congolese challenges that have plagued the DRC for decades. The peace process provides a structured and inclusive framework for dialogue aimed at tackling the root causes of conflict, including issues of governance, exclusion, armed groups, and ethnic tensions. Rwanda sees hope in these efforts, but their success depends on full commitment and a genuine political will from all parties involved. This is a one-time chance to bring lasting peace to the DRC, and the Security Council must lend its unequivocal support. We call on all parties to honor their commitments, engage constructively, and ensure that this process translates into concrete measures that will bring peace and address the underlying drivers of conflict in the Eastern DRC. I want to reiterate that Rwanda is fully committed to this process, and we shall implement it to the letter. Having reviewed the Secretary General's report under consideration today, I wish to share Rwanda's principal concerns, notably the underreporting of critical facts, the imbalanced portrayal of armed groups, the persistent and dangerous presence of the DRC-backed FDLR, and the implications for MONUSCO's future role as the peace agreement moves into implementation. I wanted to reiterate that the Washington Agreement creates a role for MONUSCO, and this requires that MONUSCO positions itself to implement this role in a constructive way. So the advice we are giving here is in that logic. While we value reporting, the latest report on Eastern DRC reflects troubling omissions. Chief among them is the failure to sufficiently address one of the most dangerous drivers of violence, and that is hate speech and identity-based persecution. I know in paragraph 79, the report talks about hate speech, but not sufficiently. Hate speech is something very dangerous. I have seen reports of the Security Council where you quote from the social media postings. Who has not seen hate speech in social media, in classrooms, in churches, where hate is taught to 10-year-olds? Who has not seen those posts? Only last week, some people were being tormented because they had a long nose. Those who know the history of the region know what it means, what a long nose means. It means death to some people. So this is not something that the report must refer to in passing.
The report does not address the issue of mercenaries. There is a whole convention of the United Nations against the use of mercenaries. There are more than 2 Security Council resolutions against the use of mercenaries. There is the African Union resolution against the use of mercenaries. When did this council ever address the issue of mercenaries? There are mercenaries now. There were mercenaries before. When they were flushed out of the forests, everyone was there to see. Why is it that the Security Council treats this as a non-issue? And why is it that MONUSCO does not consider this as an issue? Why is Rwanda concerned? Because it is just across our border. Kinyarwanda speaking Congolese communities, including Banyamulenge in South Kivu, are being singled out for expulsion and extermination. Again, who has not seen or who did not hear that there was an ultimatum given in Uvira for Tutsis to leave the country, a 10-day ultimatum. I met one senior official of the UN on the 8th day to ask why the UN had been silent all along. A commander of the army issues an ultimatum for the ethnic group to leave the country. Where was the emergency meeting to address that? Why is the UN until now silent about it? Is it normal that an ethnic group is ordered to leave the country of their origin to go to where they are perceived to believe, to belong? Because telling the truth is the only thing we can do here. And we will not tire repeating it and repeating it. Decisions will remain entirely yours. But the truth of the matters, we shall continue to tell. FDLR, that is backed by the DRC government, has an origin in the force that killed 1 million Rwandans. It is the only genocidal group that remained in its military formation in known locations with the same intentions undisturbed for the period of 31 years now. There is not any other single group I know in the history that committed the genocide, remained in that military formation, kept their arms, regrouped, got supported, remained pursuing its intent for 31 years, and today the report says they have strongholds undisturbed. That is FDLR. That is discussed here as a non-issue. Actually, let me say something that you may not have to provide an answer for, but take time to reflect about it. FDLR is within FARDC, and it is known, it is in your reports. FDLR is assisted by the DRC government. It is there, it is known, it is in your reports. MONUSCO cooperates with the DRC government, with DRC army, knowing FDLR is within DRC army. And what MONUSCO does, and this is on record, is to avoid units and battalions in which FDLR is deployed. So which standard is that? That there is a formal military cooperation between a UN force and a government force that has a genocide force within it, as long as they are not kept in the same units. Formally, that is the position of MONUSCO. What does complicity mean if that is not complicity? MONUSCO knows FDLR units are within FARDC units. What they do is just avoid those. So you can use them elsewhere as long as we don't mix. But you are in the same efforts. Same military efforts, same military campaign. How did it occur in the wisdom of this council to form that partnership against M23, against Rwanda? M23 are Congolese who are being expelled from their country. Rwanda is a country that suffered the genocide at the hands of FDLR, and which has suffered 21 more attacks after 1994. If 21 attacks by a non-state group supported by a state member to the UN, if it does not constitute
the reason to activate Article 51 of the Charter, which justifies that, which threshold does exist. 21 attacks in the period of 31 years. If we wanted to know how many times FDLR has attacked Rwanda, look at how many travel advisories some of your countries have issued. Because every time they attack Rwanda, you advise your citizens not to go to that part of Rwanda. So you can just correct those advisories. You will know how many times FDLR has attacked Rwanda. And we are being advised to lift our defensive measures when FDLR has strongholds that Madam Keita is telling us. It happened once to us in 94. We took advice from preachers and hid in churches, and we were slaughtered like cows. It will never happen again. Thank you very much. The representative of Rwanda for the statement. The Republic of Congo, the representative of Democratic Republic of Congo has requested for the floor to make a further statement. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner à nouveau la parole. J'aurais pu me taire tout simplement parce que ce que nous avons dit était suffisamment clair. Mais devant les élucubrations de mon collègue du Rwanda, je crois que je suis obligé quand même d'y revenir un tout petit peu. Si cette organisation des Nations Unies respectait la charte telle qu'elle a été rédigée en 1945, le Rwanda, qui a envahi le territoire d'un autre pays, ne serait peut-être même pas admis à s'asseoir à côté de nous ici aujourd'hui. Parce que l'objectif des fondateurs de cette organisation, c'était de faire en sorte que la guerre ne revienne plus. Ce pays a envahi le territoire de la République démocratique du Congo. Ils ont leurs troupes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ils tuent au quotidien. Ce matin, encore à Bukavu, des centaines de jeunes ont été entraînés vers une direction inconnue. Toujours dans la logique de l'épuration, des massacres des populations civiles congolaises. Mais ils ont peur de la haine, c'est-à-dire le discours de haine. Vous parlez du discours de haine, vous qui êtes sur le territoire d'un autre pays, en train de massacrer les populations et les tuer, vous osez parler du discours de haine. Donc vous avez peur du discours de haine pendant que vous êtes en train de massacrer des populations d'un autre pays sur son territoire, avec armement et avec tout. Même le MONUSCO a souffert de pertes en vies humaines par le fait du Rwanda. Un pays comme ça est digne de s'asseoir sur la table du Conseil de sécurité et de parler du discours de haine, et on l'écoute même. Que vaut un discours de haine par rapport à des milliers de massacres commis sur le territoire de la République démocratique du Congo? Que vaut un discours de haine par rapport à un génocide conduit par un pays membre de cette organisation? Monsieur le Président, il a parlé aussi des FDLR. Mais qui sont les FDLR? Ce sont des Rwandais. Organisez un dialogue inter-rwandais. Discutez entre vous. Vous n'avez même pas de démocratie chez vous. La démocratie n'existe pas au Rwanda. Tous les opposants rwandais sont en dehors du Rwanda. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont tués et assassinés. Au Congo, nos opposants sont au Congo. Nous discutons. Nous avons la démocratie, même si on ne peut pas la comparer à la démocratie occidentale. Elle existe. Où est la démocratie au Rwanda? Où est la démocratie au Rwanda? Citez-moi un seul opposant rwandais qui existe au Rwanda. Ça n'existe pas. Alors venir débiter des choses du genre, voilà, discours de haine et tout consort, mais ça n'a pas de place ici. Monsieur le Président, les FDLR, parce qu'on en parle toujours, on a fait pratiquement
son cheval de bataille ici. Ce sont des Rwandais, je l'ai dit. Si les Rwandais veulent la paix avec les FDLR, mais pour convoquer un dialogue entre vous, discuter. Qui plus est, ces FDLR sont où? C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et qui occupe l'est de la République démocratique du Congo maintenant? C'est le Rwanda et le M23. Mais nous avons dit, nous contribuons au démantèlement des FDLR. C'est ça le sens de l'accord de Washington. Tout simplement parce que nous voulons la paix. Mais qu'on ne vienne pas nous débiter ici des choses du genre comme si, à la base de toute cette insécurité, c'est les FDLR. C'est faux, archi faux. C'est l'exploitation des minerais du Congo. On ne va pas s'en départir, nous l'avons dit plusieurs fois. Nous considérons que les graves violations des droits de l'homme qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo sont le fait du Rwanda. C'est un pays agresseur. On devait les traiter en tant que tels selon la Charte des Nations Unies. Nous sommes étonnés de constater que nous essayons toujours avec un agresseur qui vient avec des arguments, qui fait écouter même des arguments qui n'ont pas de valeur devant vous. Combien de fois parlera-t-on des FDLR? Combien de fois parlera-t-on du discours de haine? Et qui le dit? Un pays qui a envahi le territoire d'un autre. Est-il digne de le dire? Je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président. I thank the representative of Democratic Republic of the Congo for the statement. Now I give the representative of Rwanda has asked for the floor to make a further statement. I'd like to remind this is your final statement. Thank you very much, Mr. President, and I will make good use of your time. Indeed, the FDLR are Rwandans, and in Rwanda is where they should be. And this is what we're asking for DRC to do. In 1994, after they had committed the genocide, almost the equal number of perpetrators and others left Rwanda to Tanzania. But because Tanzania handled the situation in the right way, we do not have a problem now with Tanzania. You have that history. You were involved through UNHCR you saw the process, how they were disarmed, settled in camps, and later on repatriated back to Rwanda. The problem we have with the DRC is they chose the opposite direction, to arm them, reorganize them, continue to support them until now. And we have a report 31 years later that says they even have strongholds in the DRC. So that is the problem. It's not about whether they are Rwandese or they are not. These are people, Rwandans, yes, who killed our people, who want to continue killing. The intent, they still have that genocidal intent. And who should not be there, who should be neutralized. Now, the question of minerals, no, we have no problem with the DRC minerals. Rwanda has we have our own minerals. Maybe the challenge DRC has is that as much as we may not have as much, there is a visible impact on how we use what the little we have. So if democracy that my brother is telling me about produces what we see in the DRC, then that's not the type of democracy Rwanda wants.